Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'Institut des Actuels qui me permet de présenter les travaux réalisés dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Également, merci à tous les participants pour votre participation. Voilà. En effet, on sait que ce moment de la journée est très important, voilà, à savoir l'heure du déjeuner. Voilà. En tout cas, il est très important pour moi, et c'est pas pour vous. Voilà. Bon, c'est, on va dire, la touche comique de la présentation. Alors, pour revenir à mon mémoire, il faut dire que ce mémoire a été réalisé avant toute chose pour ma présentation. Voilà, je débute par celui-là d'abord. Voilà, je suis Larios Kwaku, actuel de formation. Voilà, et actuellement, je suis dans l'équipe provisionnement non-vie, multinorme chez Alliance France. Alors, cette équipe est en charge du calcul des provisions sur les périmètres non-vie, à savoir auto, MRH et construction, voilà. Et pour toutes les normes sociales, MVBS et IFRS. Voilà. Et pour revenir en mémoire, on va dire que le stage a été effectué à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. C'était un stage orienté R&D en collaboration avec le RIA. Du coup, mes superviseurs étaient respectivement Mathieu Charpentier, superviseur entreprise, et Franck Vémé, le directeur de l'URIA, superviseur académique. Voilà. Alors, le thème du mémoire a porté sur les réseaux assurance et l'optimisation d'un modèle de franchise collaborative pour des contrats d'assurance IRD. Alors, la collaboration entre cette collaboration s'est plutôt bien déroulée. En effet, elle a débouché sur la rédaction d'un article, d'un papier, avec la contribution de Mathieu Loy et Philippe Ratz, article disponible sur le site que je vous mettrai plus tard, si vous voulez bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur les mots-clés, à savoir les réseaux assurance, avant de vous perdre, parce qu'on sait qu'au fil de la présentation, l'attention sera plus optimale. Du coup, on aura un réseau assurance. Du coup, le but serait de voir le matching entre les réseaux et l'assurance. Optimisation. Optimisation de quoi déjà? Du produit des franchises collaboratives. Nous allons définir ce produit en lui-même et voici un peu les mots-clés de cette présentation. Du coup, je vous propose le planning suivant. Tout d'abord, je vous parlerai je vais faire un rappel des mots-clés, c'est-à-dire des notions qui ont été des théories des réseaux d'assurance qui ont été utilisées dans le cadre de ce mémoire. Également, je vous présenterai le produit des franchises collaboratives, notamment son principe, ses intérêts et ses limites, et la démarche qui a été mise en œuvre pour l'étude de ce produit, notamment la formalisation mathématique du produit, que nous verrons dans le point 3, l'optimisation de celui-ci, et enfin, on verra une mise en perspective de ce produit dans un cadre réel d'application. Alors, pour le premier point, il faut dire que les graphes et la théorie des réseaux sont de plus en plus utilisés dans diverses disciplines, telles que la biologie, l'épidémiologie, même les sciences sociales, pour comprendre et modéliser des phénomènes d'interaction et de communauté. Alors, en fonction des domaines, on a plusieurs types de réseaux. On a des réseaux sociaux, des réseaux de discipline, c'est-à-dire les différentes matières. On a des réseaux aussi de tests et des réseaux de pages tels que le www, c'est un réseau de pages, et des réseaux de collaboration pour les publications et des réseaux de communication, bon, etc. Alors, je vais vous présenter quelques réseaux. Les réseaux de discipline, ici, on voit ici, j'utilise le pointeur, voilà.
On voit ici, par exemple, ici, on a ce réseau présente un peu l'interaction qu'il y a entre les différentes disciplines. Ici, on aura des disciplines plutôt littéraires et on voit un peu les différentes interactions, c'est-à-dire en fonction des couleurs, on voit que ces disciplines ont tendance à plus ou moins se partager des postes. Pareil ici, on voit les disciplines plutôt orientées maths et mécanique. Et également là, on a des disciplines plutôt orientées santé, médecine de la santé. Voilà. Donc ça, c'est un type, un exemple de réseau de disciplines. Alors, pour continuer, je vous présente sur la diapo suivante, ça c'est ce réseau, c'est un réseau de textes. En gros, on voit un peu la connexion entre les électeurs et les candidats pour les élections américaines en 2012, notamment qui ont vu Barack Obama en première place et Mitt Romney en seconde place. Et les couleurs représentent les relations de soutien ou d'opposition des différents électeurs pour les candidats. Alors, on ne pourra pas parler de théorie des réseaux et des graphes sans parler du problème des 7 ponts de la ville de Königsberg, qui est en effet à l'origine de la topologie et de la théorie des graphes. En effet, les travaux de l'heure en 1735 ont permis vraiment de lancer cette discipline qui a beaucoup d'applications. Et du coup, c'est dans ce sens que nous avons voulu utiliser ces modèles issus de la théorie des réseaux pour pouvoir valoriser des produits d'assurance tels que le produit de franchise collaborative. Pourquoi il a dit des franchises collaboratives? Pourquoi? Nous le verrons un peu plus tard dans la suite. Alors, dans le but de pouvoir prendre en compte les différents scénarios possibles de connexion entre les assurés d'une communauté, nous avons étudié 4 modèles classiques de graphes, issus bien sûr de la théorie des réseaux, notamment dans le but de pouvoir prendre en compte les différents scénarios de connexion possibles, comme il avait dit, et in fine, d'analyser l'impact de ces différentes distributions qu'on obtient pour chacun des modèles. Alors, dans ce sens que nous avons dans un premier temps utilisé des modèles dits à cluster homogène, dans le but de prendre les scénarios où l'assureur peut, par exemple, décider de rassembler les assurés dans des groupes homogènes, où, par exemple, les assureurs auront le même profil des risques. Aussi, dans le scénario où l'assureur décide de laisser la possibilité aux assurés de former leur groupe, on verra un peu plus tard, voilà, puisque c'est possible. Alors, dans ce sens, on a dû, du coup, utiliser ou mettre en œuvre d'autres modèles de graphes, à savoir pour pouvoir simuler, pouvoir générer des graphes aléatoires. Du coup, le premier modèle, c'est le modèle d'Eders-Rennie. Lui permet d'avoir une distribution de degrés relativement homogène. C'est quoi déjà le degré? Parce que j'ai omis de définir ce qu'est un degré. Alors, si on prend un assuré, son nombre de relations, c'est son degré. Du coup, c'est un assuré à 5 ou 10 relations, il dit n'importe quoi, on dira que son degré, c'est 10. Voilà. Et du coup, le modèle d'Eders-Rennie permet d'avoir des degrés relativement homogènes pour une population donnée. Cependant, la limite de ce modèle, c'est qu'il ne prend pas en compte certaines propriétés typiques des réseaux réels. Alors, nous, ce qu'on veut, on veut se rapprocher le plus proche possible de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire de la manière dont les assurés peuvent se connecter en pratique. Et du coup, on a introduit du coup d'autres modèles, tels que le modèle du petit monde de Wastrosgard. Ce modèle permet d'avoir lui aussi une distribution de degrés relativement homogène et permet aussi de vérifier la caractéristique des petits mondes. Alors, on dira qu'un réseau vérifie cette propriété des petits mondes si deux personnes quelconques du réseau sont séparées par un faible nombre de relations, c'est-à-dire de personnes intermédiaires. Alors, on a plusieurs travaux sur cette théorie-là, notamment plus récemment les travaux de Edinov et Hall en 2016, qui ont montré que deux personnes quelconques sur Facebook sont reliées en moyenne par
par 3,5 personnes. Du coup, on voit que les réseaux Facebook vérifient la propriété des petits mondes, caractéristique du coup des réseaux réels. Et pour terminer, on a étudié un dernier type de réseau, à savoir le modèle d'attachement préférentiel de Barabasi-Albert, en ce sens que les réseaux réels vérifient cette propriété d'attachement préférentiel. Pourquoi? Parce que on a cette propriété d'attachement préférentiel est très typique des réseaux réels. En effet, dans nos sociétés, on voit que, par exemple, si on prend une nouvelle page si on prend par exemple une page une personne qui veut se connecter sur une nouvelle page, il aura tendance à se connecter directement sur des pages connues telles que Google. Ça, c'est du coup les réseaux de pages. Ou bien si on prend les réseaux de collaboration, lorsqu'on veut citer un article, on a tendance à citer des articles qui sont déjà connus, du coup, qui ont une certaine déjà, une popularité déjà, voilà, par rapport à citer au détriment des, des, des acteurs qui sont nouveaux, qui sont novices plus ou moins. Du coup, c'est le sens qu'on n'a pas d'attachement préférentiel. Alors, ceci étant dit, on peut du coup, pour illustrer nos propos sur ces différents réseaux et la distribution, on voit ici que si on prend une communauté de 493 assurés, pour un degré moyen de 20 relations, si on décide de rassembler ces assurés dans des clusters homogènes, par exemple allant de deux assurés dans un cluster jusqu'à 31, on voit que la distribution on a une distribution homogène par classe. Voilà. Bon, c'est assez clair. Et cependant, si on prend le modèle de Dos-Reni, on voit qu'on a une distribution relativement homogène autour de la moyenne qui est 20. Voilà. Et aussi, le modèle de Wastrosgard permet d'avoir aussi cette caractéristique. Alors, est-ce que je vais présenter ça? Voilà. Le modèle de Wastrosgard permet ici d'avoir une distribution de degrés relativement homogène autour de la moyenne qui est 20. Cependant, le modèle de Barabasi-Albert, comme on avait dit, permet d'avoir une distribution de degrés relativement hétérogène. En effet, ici, on voit que la plupart des assurés auront des degrés assez faibles et on aura quelques points, on les appelle les points concentrateurs, qui auront un fort nombre de degrés. Ici, on va jusqu'à 500. Voilà. D'où le principe d'attachement préférentiel, ou en d'autres termes, on dit les riches s'enrichissent aussi cette caractéristique et les pauvres s'appauvrissent. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut revenir au principe de l'assurance. Alors, l'assurance est définie de manière classique comme la contribution d'un grand nombre de personnes au sinistre ou au malheur de quelques-uns, d'après Denis et Charpentier, voilà, 2004. Alors, l'assurance classique telle qu'on le connaît dit aussi assurance centralisée. Il consiste au transfert de risques des individus vers l'assurance centralisée moyennant le paiement d'une certaine prime annuelle en envie. Et on peut illustrer cela par ce graphique où l'assureur qui centralise tous les risques et on a la participation ou la contribution d'un grand nombre de personnes d'assurés non sinistrés en vert qui payent du coup les sinistres des personnes en orange où il y a peu de personnes sinistrées. Donc ça, c'est le principe de mutualisation de l'assurance centralisée qui est connu de la majorité de tous les panélistes, je pense, parce qu'on est tous, plus ou moins tous acteurs de l'assurance. Alors, cependant, avec l'explosion du numérique dernièrement et le contexte socio-économique assez tendu, on a une réduction du budget des ménages. Du coup, on a tendance à avoir des plateformes naissantes d'assurance décentralisées. Alors, l'objectif de ces plateformes, c'est de pouvoir éliminer l'assureur traditionnel, bon, du mieux qu'ils peuvent. Et on parle du coup de l'assurance collaborative, c'est de permettre à des personnes
de s'assurer mutuellement. Alors, l'intérêt de telles plateformes, c'est de pouvoir, du coup, responsabiliser les assurés et de réduire la fraude, également le coût d'assurance. Étant donné que, comme il avait dit, on a une réduction du budget des ménages dernièrement. Alors, il faut dire que sur le marché de l'assurance collaborative, on a 4 grandes tendances qui se profilent, à savoir tout d'abord l'achat groupé d'assurance. Alors, ce modèle consiste à permettre à des personnes de s'associer pour pouvoir négocier des contrats d'assurance à faible coût ou des contrats d'assurance assez exogènes, par exemple les sportifs, les diabétiques, voilà. On a également un exemple de Groupago en Belgique depuis 2015 qui fait rassembler des personnes pour souscrire, pour négocier des contrats d'assurance habitation et également auto. Alors, la franchise collaborative qui constitue le modèle de notre mémoire, le principe de ce produit, nous allons revenir un peu là-dessus un peu plus tard, mais en gros, c'est de permettre à des personnes de mutualiser les franchises et du coup, de couvrir respectivement les franchises d'assurance. Et le troisième modèle est le modèle de micro-mutuelle collective. C'est quoi ce modèle? Alors, on a adhéré à une plateforme où il y a une communauté d'assurés. Et le principe de ce modèle, c'est d'encaisser les primes en début d'année et de diviser ces primes encaissées en deux parties. Et une bonne partie, c'est-à-dire que soit 80% des primes, servent à couvrir les petits sinistres de la communauté. On appelle aussi le pot commun. Et les 20% permettent de souscrire une assurance classique pour couvrir les gros sinistres. On a les hommes de limonade aux États-Unis depuis 2015. Il y a même l'UCO qui commercialise un tel produit. Pour ceux qui ont assisté au 20e congrès des actuaires, il y avait le chef actuaire de l'UCO qui a présenté le modèle d'assurance collaborative. Alors, le dernier modèle, c'est l'auto-assurance. Alors, ça, c'est le tapis ultime de l'assurance collaborative qui consiste à éliminer complètement l'assureur, c'est-à-dire tous les intermédiaires, et de permettre à des personnes de s'assurer directement via des méthodes de blockchain et le paiement se fait en crypto-monnaie, par exemple avec des bitcoins. Mais ce modèle n'est pas assez répandu pour l'instant. On a l'exemple de Timbrella qui en Russie, qui depuis 2017 permet à des personnes de s'assurer sur les petits sinistres, habitation par exemple. Alors, du coup, pour revenir à notre modèle de franchise collaborative, nous allons définir d'abord le principe des franchises en assurance, qui est une technique utilisée par les assureurs pour les intéresser à la non-subvenance des sinistres, c'est-à-dire la réduction de l'aléa moral. En clair, la franchise, c'est quoi? C'est le reste à charge de l'assuré en cas de subvenance d'un sinistre. Et pour illustrer cela, nous allons vous présenter le graphique suivant. Alors ici, sur ce graphique, si on suppose par exemple le coût d'un sinistre d'un assuré, qui est Economic Amount, on a, d'après le principe d'assurance classique, on a une franchise dirigible, voilà, qui est là, qui constitue, comme il avait dit, le self-insurance, c'est-à-dire le reste à charge de l'assuré en cas de sinistre. Et au-delà de cette franchise, l'assureur rentre en action, il est sollicité. Et au-delà aussi d'un certain montant, on a la réassurance. Alors, ceci étant dit, le produit de franchise collaborative consiste à prendre en charge une partie du reste à charge du self-insurance de l'assuré. Ou si on veut l'intégralité du self-insurance, ça va dépendre du coup des différentes franchises associées aux différents contrats. Voici un peu le principe de ce produit de franchise collaborative que j'ai réitéré ici. Voilà, du coup, consiste à mutualiser, c'est-à-dire faire couvrir ses franchises d'assurance avec ses proches ou des personnes qui ont le même besoin d'assurance. Alors, c'est quoi l'intérêt de ce produit? Comme on le voit ici, étant donné que la franchise est couverte maintenant par notre communauté, du coup, on pourra
augmenter cette franchise-là du mieux qu'on peut. Et du coup, ça va réduire le coût d'assurance. Parce que le coût d'assurance, c'est la moyenne du risque encouru par l'assureur. Donc, si ce risque diminue, si on augmente par exemple la franchise ici, si ce risque diminue, du coup, ce coût pris en compte par l'assureur diminue, du coup, notre coût d'assurance classique diminue. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit du coup l'intérêt de ce produit qui est de diminuer le coût d'assurance en augmentant sa franchise classique d'assurance, qui est bien sûr couverte maintenant par la communauté d'assurés. Pour l'assureur, c'est quoi l'intérêt? C'est de diminuer le coût de gestion des petits sinistres, qui est du coup couvert par la communauté d'assurés. En effet, les montants de sinistres inférieurs à la franchise ne seront pas pris en compte par l'assureur. Et également la fraude, parce que les assurés seront maintenant responsabilisés. Et du coup, on aura une diminution de la fraude. En effet, il faut dire qu'en 2018, on a constaté près de 500 millions d'euros de fraude en assurance auto en France. Du coup, c'est un phénomène qui n'est pas négligé par les assureurs. Alors, c'est quoi les limites de ce produit de franchise collaborative? Tout d'abord, les limites se situent sur le volet d'abord commercial. En effet, il faut dire que ce produit, comme toute innovation, a du mal à trouver son public toujours. Voilà. En effet, NISPI, qui a initié ce produit en 2014, a dû déposer le bilan, faute de capitaux suffisants pour financer son développement. Mais nous, en ce qui nous concerne, on va s'intéresser à l'aspect actuel, en ce sens que, étant donné que le principe de ce produit consiste à participer à la franchise de sa relation en cas de sinistre, donc pour un assuré qui a un nombre élevé de relations, on a un risque de surcontribution. Alors, une fois qu'on a dit ça, on constate que les couvertures et les contributions des assurés constituant les variables d'intérêt du produit sont fortement dépendants de la structure du réseau des assurés. Qu'est-ce qu'on entend par structure du réseau? C'est de la manière dont les assurés vont se connecter entre eux. Alors, c'est du coup cette problématique à laquelle on essaie de répondre, c'est-à-dire analyser l'impact de cette structure sur les variables d'intérêt du produit, c'est-à-dire les couvertures et les contributions, et mettre en place des mécanismes sur le produit afin de l'optimiser, c'est-à-dire garantir la couverture des charges de nombre maximum d'assurés, tout en minimisant les contributions individuelles, parce qu'on avait dit qu'on a un risque de surcontribution. Alors, pour du coup répondre à cette problématique, la méthodologie qui a été mise en place est la suivante. Tout d'abord, on a formalisé mathématiquement le produit, c'est-à-dire ses paramètres et les différentes variables d'intérêt. Après quoi, on a mis en place des mécanismes sur les paramètres dans le but d'optimiser le produit. Alors, paramètres qui sont, il faut le retenir, ce produit aura deux paramètres essentiels qu'on va développer dans la suite. Les deux paramètres sont les engagements réciproques entre les assurés, c'est-à-dire c'est le montant sur lequel deux assurés vont s'engager a priori pour la participation à leurs franchises respectives. Et le graphe social, qui est le deuxième paramètre, qui constitue le graphe du réseau des relations entre les assurés. Et pour terminer, on a procédé à une mise en perspective de ces travaux, c'est-à-dire du produit optimisé dans un cadre réel d'application. Alors, pour ce qui concerne la formalisation mathématique du produit, il faut dire que tout d'abord, les paramètres du produit, comme je l'avais dit, sont au nombre de deux qu'il faut retenir. Le graphe social, qui représente le réseau de connexion entre les assurés. Alors, il sera représenté, bon, on va faire un peu de maths, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais ce serait bon de pouvoir formaliser tout cela. Alors, il sera représenté par sa matrice d'adjacence, où deux assurants en relation auront un RIJ égal à 1, sinon 0 s'ils ne sont pas en relation. Alors, pour illustrer cela, si on prend le graphe suivant, alors constitué de 8 assurés, on voit que l'assuré 1 il est connecté à l'assuré 2, l'assuré 3, l'assuré 4 et l'assuré 5.
Alors, la matrice d'adjacence pour l'assuré 1, on aura 0 sur la diagonale, en ce sens que l'assuré 1 ne peut pas être en relation avec lui-même. Voilà. Et il est en relation avec l'assuré 2, du coup, on a un 1 ici, l'assuré 3, l'assuré 4, l'assuré 5. Comme il n'est pas en relation avec l'assuré 6, on a un 0. 7, 0 et 8, 0. Et ainsi de suite, on procède de la même façon pour remplir les 1 et les 0, pour les assurer 2, 3 jusqu'à 8. Voilà. Alors, en faisant la somme de R, I, J sur une colonne ou sur une ligne, sachant que la matrice d'adjacence elle est symétrique, on a le degré d'un assuré, qui est son nombre de relations. Du coup, l'assuré 1, on voit qu'il a quoi? 1, 2, 3, 4 relations. En faisant la somme, ici, on a 4 comme degré. Et ainsi de suite, on fait pareil pour tous les assurés. On a le but d'obtenir le degré d'après cette relation. Alors, le deuxième paramètre, on l'avait dit, c'est les engagements entre deux assurés. Alors, on va noter EIJ, l'engagement de l'assuré I, à la couverture de franchise de la franchise FJ de sa relation J. Une fois qu'on a défini les paramètres du produit, on peut introduire également les charges de la communauté. Alors, les charges que nous allons étudier ici seront les franchises annuelles des assurés, qu'on va noter FJ, et les dépenses annuelles qu'on va noter DJ. Par définition, la dépense DJ d'un assuré dans l'année sera le minimum entre sa franchise et le coût de son sinistre dans l'année. Du coup, cette dépense va se résumer à la franchise si le coût des sinistres excède la franchise. Sinon, cette dépense sera le coût du sinistre si la franchise au-delà dépasse le coût du sinistre. Alors, une fois que, du coup, on suppose que dans l'année, on a une unique subvenance possible de sinistre pour un assuré. C'est une hypothèse qu'on s'est donnée. Après, on verra dans la suite pourquoi on a mis cette hypothèse. Alors, une fois qu'on a défini les dépenses, on peut définir également la contribution. La contribution CIJ de l'assuré I aux dépenses de sa relation J sera définie par cette relation. Alors, en gros, ça sera quoi? Ça sera l'engagement. Si le coût des sinistres excède la franchise, c'est-à-dire que la dépense va se résumer à la franchise, du coup, on aura équivalence entre la contribution aux dépenses et la contribution à la franchise. Sinon, si le coût des sinistres est inférieur à la franchise, alors du coup, ce rapport sera inférieur à 1. Du coup, la contribution sera une proportion de l'engagement à la contribution, à la couverture des franchises de sa relation J. Une fois qu'on a défini les charges de la communauté, à savoir les franchises et les dépenses, et tous les engagements, les paramètres du produit, on peut introduire maintenant les variables d'intérêt. Les variables d'intérêt du produit qui sont les variables de couverture et les variables de contribution. Alors, les variables de couverture, on aura la couverture des franchises qu'on va noter FJ pour la couverture des franchises de l'assuré J et la couverture de la dépense de l'assuré J. Alors, la couverture de la franchise de l'assuré J, ça sera la somme des engagements de ces relations. Et pour les dépenses, ça sera la somme des contributions de ces relations pour l'assuré J. On définit également la couverture les variables de contribution, pardon. Alors, la contribution d'un assuré I au franchi de ses relations, c'est la somme de ses contributions ou de ses engagements, pardon, pour ces relations. Et pareil, c'est la somme de ses contributions à la couverture des dépenses de ces relations. J'espère que vous êtes encore avec moi. Alors, du coup, une fois qu'on a défini, on a formalisé notre produit, on peut passer maintenant à l'optimisation de celui-ci. Sachant que, qu'est-ce qu'on entend par optimisation? C'est de pouvoir mettre en place des mécanismes sur les paramètres, c'est-à-dire engagement réciproque et graphe social, dans le but d'optimiser le produit. Du coup, nous travaux auto-orientés suivant les deux interrogations suivantes. Comment fixer le montant des engagements réciproques et quel modèle de graphe social permet d'optimiser le produit? Alors, dans le but de répondre à la question Q1,
on a émis deux ensembles d'hypothèses sur les engagements, sur la manière de fixer les engagements réciproques pour des différentes motivations. La première motivation, ici les hypothèses HDB, dites hypothèses de base. Alors, dans ces hypothèses ont été émises dans le but d'avoir un engagement réciproque équivalent en deux assurés en relation. Alors, ces hypothèses se situent tout d'abord au niveau de la franchise. On suppose que la franchise de la communauté est constante pour tous les assurés et est fixe. Et on suppose que les engagements sont en fonction du degré moyen, c'est-à-dire du nombre de relations moyennes de la communauté. Alors, ici, il faut le voir comme le fait que le E bar, c'est l'engagement moyen de la communauté. Alors, il sera défini comme quoi? Comme la franchise supposée constante, puisque normalement, c'est la franchise moyenne, mais étant donné qu'on suppose que les franchises sont constantes, du coup, la franchise moyenne va coïncider avec la franchise individuelle. Du coup, en gros, l'engagement de l'assuré I à la couverture des franchises de sa relation J, ça sera quoi? Ça sera la franchise sur le degré moyen. Voilà. Alors, cette relation, du coup, permet d'avoir un montant d'engagement de l'assuré I pour sa relation J coïncident ou équivalent avec le EJI, c'est-à-dire l'engagement de l'assuré J pour sa relation I. Sachant qu'ici, on voit que le RIJ, étant donné que la matrice est symétrique, RIJ égale à RJI. Du coup, cette hypothèse permet d'avoir un montant d'engagement réciproque équivalent entre deux assurés en relation, comme on le voulait. Ouais. Cependant, cette hypothèse, sous cette hypothèse, on voit que les couvertures des assurés moins populaires, qu'est-ce qu'on entend par moins populaires, c'est-à-dire pour un assuré qui a un degré, c'est-à-dire un nombre de relations inférieur à la moyenne, c'est-à-dire à débat ici, on verra on voit du moins par cette relation que la couverture aux franchises ou à la franchise de l'assuré J est inférieure à cette franchise. Du coup, on dira que la franchise de cet assuré n'est pas couverte. Parce que la couverture, pour que la franchise soit couverte, il faudrait que la variable de couverture soit supérieure ou égale, bien sûr, à cette franchise. Voilà. Et du coup, dans la suite, pour l'optimisation du graphe social, on fera du coup une étude de couverture sous les hypothèses HDB dans le but de voir quel modèle de graphe social permet d'optimiser la couverture des assurés. En ce sens qu'on voit qu'on veut du moins que un nombre, les charges d'un nombre maximum d'assurés soient couvertes. C'est-à-dire on veut avoir soit l'égalité entre cette variable et la franchise, ou au mieux, il faudrait que la couverture soit supérieure à la franchise. Idem pour les dépenses. Du coup, dans la suite, on a également émis les hypothèses ACO, qui constituent les hypothèses de couverture optimale, dans le but de couvrir les charges des assurés. Alors, pour les franchises, c'est pareil, on les suppose constantes et fixes pour toute la communauté. Mais cependant, cette fois, on suppose que l'engagement de l'assuré I à la couverture des franchises de sa relation J est fonction cette fois de la franchise de sa relation et du degré de sa relation. Alors, ce rapport peut être défini comme le fait que la franchise de l'assuré J est distribuée entre ces DJ relations. Alors, du coup, sous cette hypothèse, on voit du coup que les couvertures, cette fois des assurés, coïncident avec le dépensement. Donc, du coup, on a une parfaite couverture de la franchise parce qu'on a égalité entre la couverture de franchise et la franchise, pareil pour les dépensements. Cependant, sous cette hypothèse, on constate que la contribution des assurés, la contribution d'un assuré I est fonction des franchises de ces relations et des degrés de ces relations. Du coup, dans le but d'optimiser, c'est-à-dire de minimiser la contribution d'un assuré, on a fait du coup une étude de contribution dans la suite sous ces hypothèses ACO. Alors, du coup, ce qui achève nos travaux sur les hypothèses Q1, sur du moins la question Q1 relative aux engagements réciproques. Alors, pour répondre à la question Q2 relative à l'optimisation du graphe social, on a du coup également émis, comme on l'avait dit plus tôt,
étudié du moins 4 types de modèles de graphes. Alors, le modèle à cluster homogène dans le but de prendre en compte le cas où les assurés seront rassemblés dans les groupes homogènes. Dans le cas où les assurés pourront se regrouper selon les bons désirs, les bons vouloirs, si on veut, alors on a pris en compte des modèles qui permettent de générer des graphes aléatoires, alors, à savoir les modèles de Dos-Reni, les modèles de Wastrosgard et les modèles de Barabasi-Albert, dans le but de prendre en compte les différents scénarios de connexion possibles entre les assurés. On a également introduit, fait des hypothèses sur les charges d'une communauté fictive en s'inspirant, par simulation, s'inspirant de la sinistralité moyenne observée en 2018 sur les marchés de l'assurance auto en France. On a supposé également que le montant des franchises supposé constant pour toute la communauté sera fixé à 1 000 €. C'est un montant bien sûr arbitraire, dans le but juste d'avoir des charges pour pouvoir faire notre étude de l'impact du graphe social sur le produit, c'est-à-dire la durabilité du produit. Et du coup, on peut du coup voir les résultats qu'on a eus. L'étude de couverture sur les hypothèses HDB nous fournit les résultats suivants. La couverture individuelle des charges, franchises et dépenses ont été obtenues en utilisant la méthode de Monte Carlo et on a fait 1000 simulations pour simuler des scénarios de graphes aléatoires ou ces modèles de graphes aléatoires. Et également, sachant que le modèle à cluster homogène est un modèle déterministe, sachant que les groupes ont été fixés allant de 3 assurés à 31 assurés, ont été fixés dès le départ. Voilà. Alors, les résultats que nous avons obtenus pour cette étude de couverture, alors, dans le but de pouvoir, dans un premier temps, analyser l'impact ou la performance de ces différentes couvertures que nous avons obtenues, parce que l'idée, c'est de quoi? C'est de pouvoir calculer la couverture individuelle des assurés. Donc, dans le but de pouvoir comparer et analyser les performances de couverture obtenues pour tous ces modèles de graphes, parce que n'oublions pas qu'après, c'est pour sélectionner le modèle de graphes qui permet d'optimiser la couverture. Du coup, nous avons introduit des indicateurs de couverture, tels que le taux de couverture, qui mesure la proportion d'assurés dont les charges sont couvertes. Comme on l'avait dit, les charges seront supposées couvertes lorsque la variable de couverture est supérieure à la charge. Alors, cet indicateur, il a maximisé parce qu'on veut qu'un grand nombre d'assurés ait les charges couvertes. On a introduit également la couverture moyenne qui mesure la distribution, la moyenne de la distribution de couverture obtenue pour un graphe donné. Et la volatilité qui mesure la dispersion de la couverture obtenue pour un modèle de graphe donné parmi ces 4 graphes. Alors, le tableau suivant résume les résultats que nous avons obtenus pour chaque modèle de graphe. Alors, le modèle à cluster homogène. On voit qu'on a quoi? On a une couverture moyenne pour le modèle à cluster homogène de 1 000 € plus ou moins 362 €, pour un taux de couverture de 54%. Le modèle d'Endos-Reni permet d'avoir une couverture moyenne de 999 plus ou moins 21. Alors, bonne remarque ici, le modèle de Barabasi-Albert permet d'avoir une couverture moyenne de 995 plus ou moins 2847. Donc, vous voyez ici que le modèle de Barabasi-Albert permet d'obtenir une distribution de couverture vraiment avec une forte disparité. Voilà. Du coup, ici, on voit ici que ce modèle n'optimise pas vraiment les couvertures. Voilà. Parce que l'idée, c'est de pouvoir voir quel modèle permet d'assurer la durabilité du produit. Mais si une couverture moyenne vraiment est assez élevée, ça permet du coup ce qui est très à risque. Voilà. Et on a un taux de couverture de 4%. Or, on n'oublie pas que le taux de couverture, il a maximisé. Alors, on peut conclure qu'au sens du taux de couverture, les modèles qui permettent d'optimiser la couverture des assurés sont le modèle à cluster homogène et le modèle de Wastrosgard qui permet d'avoir les taux de couverture les plus importants, 54 et 49.
Alors, on a également effectué une étude de contribution sous les hypothèses ACO, comme on l'avait annoncé plus tôt. Pour cela, on a introduit également des indicateurs de contribution, à savoir le taux de surcontribution, qui mesure la proportion d'assurés contribuant au-delà de la charge. On aura une surcontribution lorsqu'un assuré contribue plus que sa charge, c'est-à-dire par exemple sa franchise ou sa dépense annuelle. On introduit également la contribution moyenne d'un assuré et la volatilité pour prendre en compte la dispersion qu'on obtient pour une distribution, pour un graphe donné. Alors, le tableau suivant, du coup, résume les résultats que nous avons obtenus pour l'indicateur de contribution. On voit que le modèle à cluster homogène permet d'avoir une contribution moyenne de 1 000 €, plus ou moins zéro, c'est-à-dire on aura vraiment, chaque assuré contribue 1 000 € pour ce modèle et un taux de surcontribution du coup de 0%. Par contre, ici, on voit que le modèle de Barabasi-Albert permet d'avoir une contribution moyenne de 1 000 €, plus ou moins 5 000. Et du coup, là, on a un risque de surcontribution vraiment avéré pour ce modèle. Dans ce sens que, pour rappel, ce modèle permet d'avoir une distribution de degrés, je l'avais dit, relativement hétérogène. Du coup, on voit l'impact qu'on a ici pour ce modèle sur la contribution. Alors, en conclusion, on voit que le modèle à cluster homogène permet d'optimiser les contributions, sachant qu'on obtient un taux de surcontribution aux franchises égal à 0%. Alors, on peut conclure que de ces travaux d'optimisation, on constate que les paramètres qui permettent d'optimiser le produit sont les paramètres suivants. Alors, les hypothèses ACO, c'est-à-dire les hypothèses qui permettent d'optimiser la couverture pour la calibration des engagements réciproques, et le modèle à cluster homogène pour la calibration du graphe social de la communauté des assurés. Du coup, ce scénario central ou ce scénario optimal, prenant en entrée ces paramètres, a été du coup mis en perspective dans un cadre d'application comme suit. Alors, du coup, excusez, on s'est du coup intéressé, on s'est du coup inspiré d'un produit commercialisé par la mutuelle de Poitiers, qui constitue le carré d'As. Bon, je ne fais pas de pub, mais c'est juste pour vous dire comment on peut mettre ce modèle, ce scénario central en pratique dans un cas pratique d'application. Alors, l'offre de la mutuelle de Poitiers consiste à proposer à ces sociétés, en fonction de leur ancienneté et le nombre de contrats, 3 niveaux de remboursement sur les franchises dommages en cas de sinistre. Alors, on aura un niveau de 50 €, 100 € et 200 €. Du coup, on constate que ce niveau de fonction permet de rassembler les sociétés dans 3 groupes qui auront, on peut dire, homogènes parce que les assurés ou les sociétés auront des profils des risques relativement proches, sachant qu'ils auront les mêmes mensualités et le même nombre de contrats. Et du coup, pour chaque groupe, on voit que le groupe 1, son montant maximal des franchises sera supposé à 50 €, le groupe 2 à 100 €, le groupe 3 à 200 €. Alors, si on suppose qu'on met en place notre scénario optimal des produits de franchise collaborative sur cette communauté, alors on peut avoir la contribution moyenne d'un assuré déterminée par cette relation suivante: le montant maximal couvert par le groupe sur le nombre de sociétés composant ce groupe. Moins 1, pourquoi? Parce qu'on suppose qu'un assuré ne participe pas à sa propre couverture. Et du coup, pour illustrer cela, on suppose en plus que si le nombre de sociétés varie de 6 à 26 assurés, par exemple, on obtient une contribution moyenne par assuré allant de 2 à 10 € pour les sociétés du groupe 1, de 4 à 20 € pour les sociétés du groupe 2 et de 8 à 40 € pour les sociétés du groupe 3. Bon, ce montant obtenu, bien sûr, par cette relation, montant du groupe, sur le nombre de sociétés qui varie de 6 à 26. Alors, pour illustrer cela, on obtient le graphique suivant, où on a quoi? La contribution moyenne des sociétés en fonction du nombre de sociétés du groupe.
allant pour la courbe en noir, pour le groupe 1, de 2 à 10 zéros, comme je l'avais dit, de 4 à 12 zéros, 20 zéros, pardon, et de 8 à 40 euros. De 8, le groupe 3, de 8 à 40 euros. Alors, deux remarques importantes, on a deux remarques importantes partant issues de cette étude, sachant que, première remarque, on constate que la contribution moyenne, c'est-à-dire le couple là, en rouge, bleu et noir, augmente avec le montant de franchise maximale. En ce sens que, on sait qu'ici, le montant des franchises est fixé à 200, ici 100, ici 50. Et on voit que la contribution d'un sociétaire de ce groupe est toujours supérieure à la contribution des sociétaires des autres groupes. Donc, du coup, on a la contribution moyenne qui augmente avec le montant de franchise. C'est une remarque très importante, en ce sens que on pourra du coup, en fonction du profit d'un assuré, il pourra intégrer le groupe qui lui sert le mieux en fonction de son aversion au risque. Si il est très averse au risque, il pourra du coup intégrer le groupe 3, le groupe 1, pardon, où sa contribution moyenne sera la plus faible possible. Sinon, s'il n'a pas de problème avec le risque, s'il a l'appétit au risque, il pourra du coup intégrer le groupe 3, où il peut être remboursé jusqu'à 200 euros, mais sa contribution moyenne aussi est plus importante que les autres groupes. Alors, deuxième remarque, on constate que la contribution moyenne des sociétés diminue avec le nombre d'assurés, voilà, sachant que le nombre d'assurés, quand il évolue de 6 à 26, on a la contribution moyenne qui est décroissante. Du coup, ceci peut être aussi un argument commercial, en ce sens que cela peut motiver les assurés à pouvoir parler du produit à leurs proches, à leur entourage, dans le but d'augmenter le nombre de sociétés composant le groupe et du coup diminuer leur contribution moyenne. Du coup, on aura fidélisation des assurés et également augmentation des nouveaux business, des nouvelles souscriptions. Alors, ce que j'ai résumé ici. En conclusion de tout ce qui a été dit, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà. L'étude de ces travaux a été double. Analyser l'impact de la structure du réseau des assurés sur les variables d'intérêt du produit et mise en place des mécanismes sur les paramètres du produit dans le but d'optimiser celui-ci. Et les travaux, du coup, sur l'optimisation des engagements réciproques ont permis de sélectionner le modèle prenant en hypothèse les hypothèses ACO, c'est-à-dire fixant les engagements réciproques en fonction du degré des assurés respectifs et non du degré moyen, comme scénario optimal pour le calibrage des engagements réciproques, en ce sens qu'on obtient un taux de couverture de 100%, c'est-à-dire tous les assureurs ont les charges couvertes. Et également, les études menées sur l'optimisation du graphe social ont montré que le modèle à cluster homogène permet d'optimiser les contributions, sachant qu'on a un taux de surcontribution au franchi de 0%, c'est-à-dire les assurés contribuent au maximum au montant de leurs franchises individuelles. Et du coup, ces deux scénarios constituent l'entrée du scénario optimal pour le produit des franchises collaboratives. Alors, ceci étant dit, les recommandations sont les suivantes pour la mise en application du moyen dans un cadre réel. Fixation du scénario central ou optimal suivant ces deux hypothèses pour les paramètres. Également, deuxième recommandation, tarification a priori du produit, c'est-à-dire encaissement des contributions a priori en début d'année, dans le but de pouvoir, si possible, comment dirais-je, faire un give back en cas de non-subvenance de signer dans l'année. Pourquoi cette recommandation? En ce sens que INSPI encaissait de mémoire les contributions des assurés en cas de sinistre, c'est-à-dire a posteriori. Du coup, ce qui engendrait indéniablement
indéniablement un risque de contrepartie des assurés. Et pour les give back, c'est un peu le modèle de micro-mutuelle qui est déjà mis en pratique par Limonade et Luco, par exemple. Ouais. Et du coup, ce mécanisme de give back pourrait constituer également un argument commercial supplémentaire pour ces produits de franchise collaborative. Alors, merci pour votre aimable attention. Du coup, je n'ai pas vu les questions défiler au fil du chat, mais je suis disponible du coup pour les éventuelles questions. OK. Merci. Alors, s'il y a des questions, je reste open pour les questions. Alors, là, on est à 13h25. Je pense qu'on a quelques minutes quand même pour 5 minutes pour les questions. Du coup, je vais prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a d'autres mutuelles qui proposent cela, c'est-à-dire ce produit de franchise collaborative? À ce que je sache, il n'y a qu'INSPI qui avait initié ce produit en 2014, de couverture de franchise, bien sûr. Sinon, il y a d'autres mutuelles qui proposent des produits, mais pas forcément sur les franchises. Par exemple, en France, on a Oderweiss, qui est plutôt orienté vers le modèle de j'avais présenté, c'est des micro-mutuelles collectives. Alors, je reprends le slide, j'ai présenté les quatre tendances. Alors, Otherwise propose ce type de produit, c'est-à-dire en début d'année, on rejoint une communauté qui nous ressemble le plus, on cotise en début d'année et on a une possibilité de give back lorsqu'on n'a pas dessiné ça en fin d'année. Sachant que les cotisations en début d'année sont divisées en deux pots. Un pot commun, 80% des primes, permet de couvrir les petits sinus. Et le reste, les 20%, permet de souscrire à une réassurance, par exemple, pour les gros sinistres. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Alors, merci pour le recueil. Comment sont modélisés les coûts? Comment sont modélisés les coûts du fonctionnement du dispositif? Alors, pour ce que sache INSPI, comme il avait dit, en persévère ou collectait les primes ou les contributions en fin d'année, en cas de réalisation, bon, pas en fin d'année, mais en cas de réalisation du sinistre. Et du coup, on avait vraiment un risque de contrepartie des assurés. Du coup, ce qu'on propose ici dans nos recommandations, dans nos travaux, c'est de pouvoir encaisser les primes en début d'année afin de constituer des provisions. Et en cas de non-réalisation du sinistre, on pourrait du coup redistribuer une partie de ces primes-là aux assureurs sous forme de give-back, comme le fait des structures comme Limonade, voilà, en l'occurrence, et également Luco. Si vous avez suivi la présentation du chef actuary de Luco, il a présenté un peu le concept de Luco, mais qui est le concept de give-back. Alors, question suivante. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le modèle a-t-il déjà été utilisé en France? Oui, INSPI, ouais, en 2014. Mais depuis lors,
à ma connaissance, je n'ai pas encore vu de modèle comme ça sur le marché. Le modèle a des vertus, sachant que la franchise, c'est le reste à charge de l'assuré et ce montant est toujours payé par tous les assurés. Et du coup, ce serait intéressant de pouvoir avoir une structure où on peut se mettre ensemble avec soit nos proches ou des amis, dans le but de pouvoir couvrir mutuellement nos franchises en cas de sinistre. Et du coup, ce modèle est vertueux parce qu'il permet de diminuer son coût d'assurance en augmentant sa franchise, par exemple, classique, et faire couvrir cette franchise-là par notre réseau d'amis. Donc, voici un peu les vertus de ce modèle qui est une forme, au fait, de tontine, dans ce sens que la tontine, de manière classique, une tontine, on cotise et de manière périodique, chacun encaisse le montant cotisé. Et ici, on va tout simplement contribuer réciproquement aux franchises ou de nos relations en cas de sinistre. Donc, c'est un peu le modèle de tontine 2.0, voilà, ou le modèle de tontine qui est réinventé par ce principe de franchise collaborative. Voilà. Alors, comment est gérée la recevabilité? Je ne comprends pas trop la question. Comment est gérée la recevabilité du sinistre quand il ne dépasse pas la franchise? Au-delà de la franchise, c'est l'assureur qui joue le rôle de tiers de confiance. Ok, c'est une question. J'essaie déjà de comprendre la question. Comment est gérée la recevabilité du sinistre quand il ne dépasse pas la franchise? Ouais, mais quand il ne dépasse pas la franchise, c'est la plateforme rentre en ligne de compte, bien sûr. Parce que l'idée, c'est de couvrir une partie de la franchise où la franchise est également. Maintenant, au-delà de la franchise, c'est l'assureur qui joue le rôle de tiers de confiance. Oui, bien sûr, parce qu'on on garde notre produit classique, notre contrat classique. Et en cas de sinistre, si le montant du sinistre ne dépasse pas la franchise, on n'a pas intérêt à déclarer à notre assureur parce qu'on sait qu'il y a le principe des malus, étant donné qu'on déclare des sinistres. Et du coup, si ce montant de sinistre est inférieur à notre franchise, on fait couvrir directement à notre communauté. Sinon, s'il excède la franchise, notre communauté prend en charge cette franchise parce que c'est le reste à charge de l'assuré et le reste sera pris en compte par l'assureur classique. Donc, à thème, n'est-ce pas, pas compréhension du modèle classique. Bon, déjà, ce modèle est vertueux, comme il avait dit, et l'assurance collaborative, il y a plusieurs modèles. Limonade comme ça, c'est le cas de Limonade, qui était un assureur américain, parce que Limonade a la licence d'assureur. Et du coup, de mémoire, en 2015, il avait débuté sur l'habitation. Et depuis 2020, depuis 2019, Limonade est maintenant en Allemagne. Et également, depuis 2020, commercialise également des produits d'animaux de compagnie. Du coup, si vous allez sur le site de Limonade, vous allez voir que tout se passe par chat, via le robot. Et les possibilités de remboursement en cas de sinistre sont très rapides. Du coup, ça améliore l'expérience client, ce qui n'est pas mal, ce qui permet de challenger du coup l'assurance classique. Et ce modèle d'assurance collaborative, du coup, regarde un fort potentiel. Et les assureurs, vraiment, les assureurs classiques, on ne va pas dire qu'ils seront complètement euh, mis à mal, mais parce qu'on a des produits, par exemple, d'assurance vie ou d'assurance des personnes, qui ne peuvent pas être pris en compte par ces modèles d'assurance collaborative. Alors, ces modèles d'assurance collaborative seront plus sur des produits, il faut le dire, des produits non-vie, où les coûts dessinés ne sont pas très élevés. Parce que si on va sur l'assurance des personnes, ça devient un peu plus complexe. Et du coup, l'assurance classique aura toujours son marché à elle. Voilà. Donc, en général, en termes de rentabilité, qui est plus bénéficiaire? Est-ce l'assureur ou l'assuré? Alors, ce modèle est vertueux non seulement pour l'assuré,
comme je l'avais dit, au risque de me répéter, diminution du coût d'assurance, également qui est couverte par la franchise étant couverte par la communauté. Pour l'assureur, diminution de la fraude, qui a été estimée à près de 500 millions pour l'assurance auto, ce qui n'est pas rien. Et également, diminution du coût de gestion des petits sinistres pour l'assureur, parce que l'assureur aura tendance à ne pas déclarer les sinistres qui n'excèdent pas sa franchise, puisque celle-ci, ces sinistres seront couverts par son réseau via la plateforme d'assurance collaborative. Quelle est la forme des acteurs qui proposent ce genre de modèle assuré mutuel ou courtier? Alors, on a 34, je ne sais pas si on peut prendre encore des questions. Bon, on y va. Ici, la forme des assureurs, comme je l'ai dit, la plupart, c'est des courtiers grossistes, hein. Sauf Limonade qui a une licence d'assureur. Sinon, pour la plupart, on aura souvent des courtiers grossistes. Et derrière, on a des assureurs classiques qui permettent de jouer le rôle de réassurance pour la couverture de gros sinistres. C'est le cas de Otherwise, qui commercialise des produits santé, ou qui travaille bien sûr avec des assureurs tels que l'MAF et autres. Voilà. Alors, merci beaucoup. OK. Comment le système collaboratif se positionne? Efficacité opérationnelle, coût à l'assuré par rapport aux options de rachat des franchises proposées par certains assureurs dans nos contrats. Alors, bonne question. Efficacité opérationnelle, coût pour l'assuré. Bon, déjà, pour pouvoir comparer, il faut avoir accès au système de rachat des franchises de l'assureur classique. Là, comme ça, je ne sais pas répondre sur la position de ces deux systèmes. Merci quand même pour la question, ça va prendre en compte. Euh, Peut-on proposer ce produit en santé collective? Santé collective, comme je ne sais pas trop, mais déjà, comme je le disais, Otherwise commercialise un produit de son complémentaire santé. Maintenant, collective, je ne pense pas trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par collectif? C'est-à-dire pour les entreprises et autres. Les entreprises peuvent toujours négocier, hein, c'est possible. Comme je l'avais montré ici, l'achat groupé consiste à négocier des contrats d'assurance en profitant comment dire, de groupe. Du coup, pour une entreprise, elle peut profiter de ce modèle d'assurance collaborative pour négocier des contrats, pourquoi pas. Donc, c'est possible, oui. Alors, on a une question sur le modèle de Wastrosgard. Un modèle de génération de graphes aléatoires, produisant des graphes disposant de la propriété des petits mondes. OK, on voit que tu as compris, tu as suivi quand même. Le modèle, du coup, est plus intéressant, si j'ai bien compris, pour un petit monde. Est-il possible d'avoir un ordre de grandeur sur le nombre d'assurés qu'un assureur doit avoir pour appliquer ce modèle? Alors, bonne question. Non, non, il n'y a pas de limite, pas de limite sur le nombre d'assurés. Bon, ben, du coup, on a largement dépassé le temps. On a largement dépassé le temps. Du coup, avant qu'on perde tout le monde, on va devoir conclure. Ok. Bon, ben, merci à vous
votre participation sur cette présentation de mon mémoire de fin d'études, qui est un sujet euh, qui parlera encore de lui, parce que l'assurance collaborative, il y a plusieurs travaux de recherche encore sur cette thématique-là. On a Christian Robert, qui est un expert également avec Denuy, qui ont des travaux là-dessus. Donc, sur le plan académique, il y a des travaux, plusieurs travaux qui sont en cours. Et du coup, sur le plan, on va dire métier, c'est-à-dire pratique, pratico-pratique, ça va venir, je pense, avec le temps, avec le changement des mentalités et on va dire, des habitudes des Français dans les produits d'assurance, voilà. Et du coup, ce modèle regorge d'un fort potentiel. Et, je pense qu'on entendra parler de lui encore dans les années à venir. Merci, du coup, pour votre présence à cette présentation et je reste dispo pour d'autres éventuelles questions et on se dit à très bientôt dans le monde actuel. OK, merci. Bye bye.